Le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part aux travaux de la 5e session de la conférence des chefs d'État des pays membres au centre international de conférence de Ouagadougou sur le G5 Sahel. À suivre le reportage dans un instant. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel a lieu ce mardi. Les conseillers de la République plancheront 2 semaines durant sur des questions liées à la parité hommes-femmes. Et puis au Soudan, les différents groupes armés et le gouvernement centrafricain ont signé un protocole d'accord de paix en RCA. Notre pays a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamadzen. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Sachez tout d'abord que le président de la République, Idriss Déby Itno, est de retour à N'Djamena. C'est au terme des travaux de la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel qui a lieu aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsebe Païmedebe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Dans l'actualité, le président de la République a pris part justement aux travaux de la 5e session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. À son arrivée à Ouagadougou, il a été accueilli par son homologue Christian Marc Kabori, Djibril Noualouali. Ce mardi 5 février 2019, les chefs d'État du G5 Sahel ont rendez-vous à Ouagadougou, rendez-vous honoré par le président de la République Idriss Déby Itno. L'avion le transportant s'est posé peu après 9h, heure locale. Toutes les commodités protocolaires attendaient le chef de l'État à sa descente d'avion. Remise de bouquets de fleurs, puis chaude accolade avec son homologue Roch-Marc Christian Kabori. Après cet instant, le président de la République, Idriss Déby Itno, a eu droit à l'exécution des hymnes nationaux et aux honneurs militaires. Le président Idriss Déby Itno devait ensuite saluer les officiels, au rang desquels le premier ministre burkinabé Christophe Marie-Joseph Dabiré, quelques membres du gouvernement, responsables des organisations internationales établies au Burkina Faso, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne, avec à sa tête Madame Kat Ndilgem Elisabeth. À côté de la haie d'honneur se trouvait dans un coin une foule en liesse de la colonie tchadienne, fortement mobilisée pour la circonstance. Les deux chefs d'État, Roch-Marc Christian Kabori et Idriss Déby Itno, ont ensuite eu un bref échange au salon d'honneur de l'aéroport, sans nul doute que le sujet à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel a été évoqué. Cette conférence permettra aux dirigeants des pays membres de mieux fédérer leurs efforts pour faire du G5 Sahel un espace économiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche et où la sécurité et la paix règnent durablement. Le président de la République Idriss Déby Itno et ses homologues entendent ainsi mettre l'accent sur un meilleur équilibre et une bonne articulation entre développement et sécurité. Justement, la 5e session des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel s'est ouverte au centre international de conférence de Ouagadougou 2000 avec la présence des 5 dirigeants dont le président Déby. Nous retrouvons Djibril Noualouali. Après Nouakchott, N'Djamena, Bamako et Niamey, Ouagadougou accueille à son tour la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. 5e du genre, ce sommet intervient 2 mois après la conférence de Nouakchott
sur le financement du programme d'investissement prioritaire. Il est question pour l'organe suprême du G5 Sahel de se pencher sur le suivi de la mobilisation des annonces de contribution pour la force conjointe et de son opérationnalisation, ainsi que du cadre de suivi des annonces de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds. La réforme du secrétariat permanent et l'implantation d'une académie de police du G5 Sahel sont également à l'ordre du jour du sommet. Un sommet qui, de l'avis du président hôte, Roch Marc Christian Kaboré, devra tracer le chemin pour faire du G5 Sahel un outil par excellence pour venir à bout du terrorisme et promouvoir le développement économique et social au profit des populations du Sahel. Cet idéal, à entendre parler le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, ne sera que si l'on s'attaque à la maladie qui a pour nom pauvreté et inégalité. S'agissant du terrorisme qu'il qualifie de symptômes, le président nigérien a fait mention des différentes actions menées sous son mandat. Ces actions renforcent son optimisme malgré le fait que jusqu'à là, le G5 Sahel n'est pas encore parvenu à placer la force conjointe sous chapitre 7 des Nations Unies et lui trouver un mécanisme de financement durable. Les institutions continentales et sous-régionales telles que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et l'Alliance Sahel ont réaffirmé leur soutien à l'organisation dans ses efforts pour contrecarrer les actions terroristes dans la sous-région. La séquence d'ouverture officielle finie, les chefs d'État passent à l'examen de l'ordre du jour lors d'une séance à huis clos. Les chefs d'État se sont accordés sur l'essentiel des questions de développement dans la sous-région et la question de l'opérationnalisation de la force conjointe et sa montée en puissance. C'est après ce huis clos que le chef de l'État Idriss Déby Itno a été raccompagné par le Premier ministre burkinabé Christophe Marie-Joseph Dabiré à l'aéroport de Ouagadougou où il a pris son avion pour rallier N'Djamena. Et je l'annonçais en titre au Soudan, les différents groupes armés et le gouvernement centrafricain ont signé un protocole d'accord. La cérémonie de signature de l'accord de paix en RCA a vu la présence du président de la Commission de l'Union africaine, des présidents soudanais et centrafricains. Notre pays a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen. Gapilimisi. La satisfaction se lit sur tous les visages. 10 jours d'intenses négociations. Enfin, les partis en conflit en Centrafrique sont parvenus à se mettre d'accord pour ensemble parler le même langage, celui de la paix et de la réconciliation. La cérémonie de parade de l'accord s'est déroulée en présence des présidents Omar Hassan El-Béchir du Soudan, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Le Tchad est représenté par le ministre des Affaires étrangères Chérif Mamadzen. Exécution des hymnes nationaux, danse folklorique, parade des documents par les parties prenantes, salutations, chaudes, accolades et allocutions ont été les moments forts de cette cérémonie. C'est tout d'abord les représentants des 14 groupes armés qui ont en premier paraphé le document, ensuite les présidents centrafricains, soudanais et le président de la Commission de l'Union africaine. Les différents intervenants ont félicité les parties prenantes pour cet acte courageux et appellent le peuple centrafricain à faire preuve de sagesse afin de faciliter la mise en œuvre rapide de cet accord. Un appel entendu par le représentant des 14 groupes armés qui s'est dit au nom de tous disposés à œuvrer pour le retour définitif de la paix en Centrafrique. De même, le président centrafricain Archange Faustin Touadéra a tout d'abord félicité les facilitateurs de cette négociation, notamment l'Union africaine, les Nations unies et les pays voisins, et a souhaité que cet accord, une fois signé à Bangui, entre aussitôt en vigueur. Le texte qui sera signé ce mercredi dans la capitale centrafricaine prend en compte les préoccupations des deux parties, notamment celle de mettre définitivement fin au conflit armé et créer un climat de confiance par la sécurisation de tout le territoire, et cela grâce aux efforts de l'Union africaine. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel a lieu ce mardi au Palais du 15 janvier. Les conseillers de la République plancheront 2 semaines durant sur des questions liées à la parité homme-femme. Le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Paimedebe, Mohamed Suleiman. Placé sous les auspices du président de la République, Idriss Déby Itno, la première session ordinaire 2019 du Conseil économique, social et culturel a pour thème la pesanteur socio-culturelle et l'autonomisation de la femme tchadienne. Un thème révélateur compte tenu de l'importance accordée aux femmes tchadiennes dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement de la parité veille chère au chef de l'État. À ces assises, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été représenté par les ministres d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzebe Paimedebe,
Dans son adresse à l'assistance, le président du Conseil économique, social et culturel s'est appesanti sur l'épanouissement de la femme tchadienne. En décidant de traiter ce thème, le Conseil de la République entend contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, notamment les objectifs 3, 5 et 10 relatifs à la santé procréative, maternelle et infantile, à l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi qu'elles atteignent leur plein potentiel et l'égalité des chances, la réduction de l'inégalité des revenus ainsi que celle basée sur le genre. Plusieurs sous-thèmes seront développés à ces travaux. À ce titre, ils feront un examen approfondi de contrastes qui existent entre le pesanteur socio-culturel et l'autonomisation de la femme, les obstacles qui empêchent le plein épanouissement de la femme par rapport à ses présentateurs et les défis à relever et les enjeux pour la pleine réalisation de cette autonomisation. Pour Abdelkarim Ahmada Bakit, dans la 4e République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a mis un point d'honneur à l'autonomisation de la gente féminine. Ceci pour apporter des solutions aux problèmes qu'elle rencontre au quotidien, entre autres les violences dont elle est victime, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et bien d'autres. Une rencontre sur la relance des activités de l'ONASA est organisée par le comité paritaire de suivi de cette institution. Au-delà de la relance des activités, les participants vont élaborer une nouvelle feuille de route afin d'atteindre les objectifs fixés. Kalia Gavna. La crise économique et financière que traverse le pays a impacté négativement sur les activités de l'Office national de la sécurité alimentaire ONASA. Du coup, cette structure créée par les plus hautes autorités du pays pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers le pays peine à remplir convenablement sa mission. Pour sa relance en 2019, le comité paritaire de suivi de cet organe composé des membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés autour d'une même table pour proposer des actions prioritaires en vue de lui donner les moyens nécessaires pour sa politique et renforcer sa gouvernance. En ce qui concerne le gouvernement de la République du Tchad, le compte à rebours pour l'atteinte de l'objectif fin zéro est lancé avec, en début de cette année 2019, un fonds spécial dédié à la reconstitution de stocks de sécurité alimentaire sur instruction du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, traduisant un engagement politique fort. L'allocation budgétaire à l'ONASA sur le budget de cette année fait partie de cet engagement. Cette session du comité paritaire de suivi de l'ONASA sera sanctionnée par l'élaboration de son plan d'action 2019. Et dans le cadre de la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël, notre reporter Ngeyam Bengueri est allé recueillir les impressions des enseignants et chercheurs qui saluent ici cette coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Suivez. Israël, ce n'est pas un très grand pays, mais c'est un concentré de l'excellence. L'excellence dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'excellence dans le domaine de la technologie, l'excellence dans le domaine de la défense, de la sécurité, etc. etc. Et donc, on ne peut pas ne pas être content d'avoir, n'est-ce pas, ce pays avec soi. Et donc, même sur le plan de l'enseignement supérieur, comme vous le dites, il va y avoir un plus. Parce qu'ils ont de très grands professeurs d'université, ils ont de très grands scientifiques à travers le monde entier, hein, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et donc un partenaire comme celui-ci peut, n'est-ce pas, booster les efforts, n'est-ce pas, de l'État, mais en même temps également il peut y avoir des échanges entre les anciens également du supérieur. Et donc dans le domaine agricole, allez voir, n'est-ce pas, ce qui se passe en Israël, dans le domaine par exemple des nouvelles technologies, dans le domaine de la science d'une manière générale, et donc ça va être un plus, n'est-ce pas, pour l'État, et donc ça va être bénéfique pour tout le pays, dans le domaine des échanges des enseignants, mais également dans le domaine également de la technologie. Nous avons besoin aujourd'hui, par exemple, que nos universités soient, n'est-ce pas, équipées. Dans la vie, c'est qu'il faut comprendre de nos jours, les relations comptent beaucoup plus que le reste des choses. Et dans le cadre professionnel de l'enseignement supérieur, en fait, elle peut aussi apporter beaucoup de renouveau. Regardez, l'Israël, c'est un pays désertique. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que le Tchad, mais ils ont quand même pu développer l'agriculture au niveau de l'État. Donc, je me dis au Tchad aussi, nous sommes dans les besoins. L'État hébreu, c'est un État qui est avancé dans le domaine scientifique.
Et nous, on peut bénéficier beaucoup. Mais en condition. Ces bénéfices-là doivent avoir un terrain très solide. L'Israël a eu une grande expérience dans le développement du désert en matière de fertilisation des sols. Donc moi, je pense que ça peut aider pour rendre vert le désert tchadien et aussi pour aider à conserver les ressources que nous avons dans ce désert-là. Nous savons que le désert du Tchadien, aujourd'hui, c'est le plus grand réserve de grès de Nubie. Le grès de Nubie joue un rôle très important pour l'hydrologie. Nous ne sommes pas les premiers à renouer avec Israël et nous n'avons pas besoin de développer un complexe pour nous justifier auprès de qui que ce soit d'avoir renoué. Le gouvernement a fait aussi une très belle prise de position. S'accorder avec Israël ne remet pas en cause la reconnaissance du bien fondé de la lutte du peuple palestinien. Et comme l'ont dit des grands hommes politiques, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et il est normal que nous aussi, nous comprenions cela. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur, il est clair que cette relation doit se faire dans l'intérêt de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt donc de la recherche. Nous sommes également intéressés par cette coopération parce qu'elle permettra de relancer la question du tout numérique. Notre pays est un hub, nous sommes au cœur de l'Afrique, avec des frontières assez intéressantes pour beaucoup de chercheurs. Nous sommes assis sur des richesses énormes du sous-sol, et tout cela, je crois, que vient à point nommé. Voilà, et nous restons toujours dans le même ordre d'idées avec ce point de presse du vice-président du réseau de l'Association pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental. Il parle ici donc de l'avantage du rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Israël. Suivez. Je voudrais vous souligner qu'après plus de 40 ans, le Tchad, notre pays, a rétabli si heureusement les relations qui unissent si heureusement à l'Israël grâce à la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui non seulement a effectué la visite en cette République sœur, mais grâce à la visite du Premier ministre d'Israël chez nous pour concrétiser ces relations. En rétablissant les relations avec l'État d'Israël, le Tchad voudrait simplement rétablir les bonnes relations entre les deux États pour bénéficier de la population tchadienne et israélienne par la voie diplomatique. Au lieu d'applaudir ces rapprochements, certains esprits mal intentionnés et malveillants évoquent le conflit de religion qui n'est d'ailleurs pas d'actualité pour mettre à mal les relations qui unissent les deux nations et deux peuples qui sont unis par l'histoire. Voilà des propos recueillis par Amat Alissena Amat. En santé, la communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'occasion pour la Ligue tchadienne pour la lutte contre cette maladie d'organiser une conférence de débat placée sous le thème « Changeons de comportement face aux facteurs de risque de cancer ». Ngeyam Bengeri pour le compte rendu. La lutte contre le cancer reste un véritable défi de santé publique auquel le pays est confronté. Selon les données fournies par le service de dermatologie, pathologie de l'hôpital général de référence nationale, chaque année, plus de 200 cas de cancer, tous types confondus, sont révélés. Des données peu reluisantes qui invitent à une prise de conscience, d'où la tenue de cette manifestation placée sous le haut patronage de la première dame, Hinda Déby Itno. Pendant que chacun de nous peine à trouver des solutions aux problèmes les plus élémentaires de la survie humaine et de sa dignité, le mal a profité de cette inattention et s'est installé insidieusement, s'attaquant indifféremment aux uns et aux autres, avec des effets dévastateurs dans chaque famille. Pour mieux appréhender le thème de la journée,
3 sous-thèmes ont été présentés à l'assistance. Il s'agit de la consommation de drogue, causes et conséquences, présenté par Dr Nenou Djimbairo. Le second axé sur la communication relative au cancer et l'alimentation exposée par le facilitateur national, Dr Himeda Makhlouf. Le professeur Choua Ouchemi, quant à lui, a basé son intervention autour du côlon, facteur de risque du cancer. Objectif visé à travers ces différentes présentations, mobiliser chacun autour des meilleurs comportements au quotidien. Et cette journée de prévention est aussi l'occasion de revenir sur l'importance du mode de vie pour lutter contre la maladie. C'est-à-dire ne pas consommer de tabac, ne pas boire d'alcool fréquemment et en quantité exagérée, consommer fréquemment des fruits et légumes, faire des activités physiques et sportives. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée afin d'accorder une attention toute particulière à ce fléau qui menace la vie humaine. Reportage signé Abdoul Keoul. Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a fait un point de presse relatif à l'interdiction des parades en ville lors des mariages et autres cérémonies de réjouissance. Il invite la population à un changement de comportement. Un extrait de ses propos. La Direction générale de la police nationale rappelle au public que conformément aux dispositions des arrêtés 122 du 10 juillet 2007 et 08 du 24 janvier 2018, les parades motorisées et les tirs d'armes à feu lors des cérémonies de mariage sont strictement interdits. Tout contrevenant s'exposera à des sanctions conformément au texte en vigueur. La Direction générale de la police nationale compte sur l'esprit civique de tout un chacun. Rendons-nous dans nos provinces suite à un conflit. Le gouverneur de la province de Sila, Isaka Malomo Djamous, a assisté à une cérémonie de réconciliation entre deux communautés dans la localité de Chambol. On fait le point avec Arabi Abdel Kacham. Chambol est un petit village à environ 45 km à l'ouest de la ville d'Abdi. C'est là que 8 personnes ont été tuées le 22 novembre 2018. Les forfaits accomplis, les agresseurs ont disparu dans la nature. Des recherches ont été effectuées et sur la base des indices, la responsabilité presque totale d'une communauté était alors établie. Le 17 et 18 décembre 2018, une rencontre a regroupé autour du gouverneur de Sila Isaka Malomo Djamous la partie mise en cause et les proches des victimes. Un procès de conciliation a été signé. En attendant l'aspect pénal, un engagement pour la réparation civile a été pris dans le but de mener pacifiquement cette affaire jusqu'à son dénouement. Ce matin, Isaka Malomo Djamous a présidé une séance de réception partielle de ce qui constitue la réparation civile. Pour l'occasion, il a appelé les fils de la province de Sila à l'unité pour faire du Sila un îlot de paix, veut plus cher aux plus hautes autorités de la République. Selon lui, la vie devrait continuer et naturellement avec elle tout le combat contre le mal sous toutes ses formes. Une mission parlementaire se trouve dans la province du Ouattaï. Elle est allée s'enquérir des conditions carcérales des détenus. Mamata Sanna Nasradine. Aussitôt arrivée, la mission parlementaire a rencontré les magistrats de la place. Occasion pour le procureur général près la cour d'appel d'Abichi, Mathias Daoudunga, d'évoquer les difficultés que rencontre la maison d'arrêt d'Abichi et les conditions des détenus. Pour lui, la maison est vétuste et ne peut contenir des centaines de détenus. Cette maison d'arrêt construite en 1957 pour 150 détenus accueille actuellement 391 prisonniers, informe le procureur général Mathias Daoudungar, qui s'interroge également sur le manque d'attention du Prajus qui construit des maisons d'arrêt dans d'autres villes alors que celle d'Abichi abrite les détenus des provinces de l'Est du pays et qui méritent d'être délocalisés en dehors de la ville. Pour le député Issa Badi, chef de mission, cette descente intervient après celle effectuée en 2017, d'où l'objectif est d'évaluer les recommandations de la dernière mission. Issa Badi a rassuré les corps judiciaires de remonter l'information aux instances concernées pour des éventuelles interventions.
Après les magistrats, la mission a rencontré l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt d'Abichi. Ici, les députés Baïdesmel Dionagi, Zahara Afono, Madi Garmongolo et les conseillers Blédé Nestor et Bandier Grégoire ont tour à tour entretenu ces derniers sur les principes de détention. Le secrétaire général de la province du Bata, Kodi Kanika, a ouvert à Amalayat, une localité située à quelques kilomètres de la ville d'Ati, les travaux d'un atelier de recyclage des enseignants des centres d'alphabétisation du Bata. Mohamed Tahir Djibril Alhour. Ils sont au total 25 enseignants et superviseurs venus des 10 centres d'éducation de base non formels dans le département du Fitri et des 6 centres d'éducation et de formation des jeunes et adultes dans le département du Bata Ouest. Ils sont conviés ici au centre de formation de la localité d'Amalaya, située à 15 km à l'est de la ville d'Ati. C'est pour les outiller sur les techniques d'alphabétisation des personnes déscolarisées et non scolarisées, à entendre les organisateurs. Cet atelier premier de son genre permet aux enseignants sélectionnés de s'approprier le matériel didactique leur permettant d'assurer une alphabétisation de qualité aux personnes adultes conformément à la démarche promise par le programme de la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, ProKeb, par ailleurs organisateur de cet atelier. Notre pays, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, cherche à offrir de réelles opportunités d'éducation et de formation aux adultes et aux jeunes et surtout aux filles qui ont quitté l'école pour une raison ou une autre. Le gouvernement tchadien accorde une place importante à l'alphabétisation des adultes dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Propos du secrétaire général de la province du Bata, Kodi Daniki. Celui-ci exhorte les récipiendaires à se donner corps et âme pendant les 10 jours de l'atelier pour une professionnalisation en technique d'alphabétisation. Voilà, et puis ce communiqué qui nous émane du ministère de l'Éducation nationale afin de s'assurer de l'effectivité des enseignants dans les classes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique demande aux délégués provinciaux de l'éducation et à la jeunesse de faire parvenir à la direction générale du ministère la liste de tous les enseignants du primaire, du moyen et du secondaire n'ayant pas encore regagné leur poste jusqu'à la date du 30 janvier 2019. Les délégués provinciaux de l'éducation et à la jeunesse sont tenus de faire parvenir cette liste au plus tard le 5 février 2019. À la signature, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma. Un sport au point de presse hier du directeur technique national de la Fédération tchadienne de football, association, Mahamat Omaria alias Moudikota, a fait la restitution de la mission de Caire en Égypte. En voici un extrait proposé par Al-Hajj Abame Mustafa. La CAF a organisé un séminaire de directeur technique national du 20 au 23 au Caire en Égypte. Naturellement, pour d'abord informer le directeur technique national par rapport à leur rôle et responsabilités au niveau de leur association membre. Ensuite, former ces directeurs techniques nationaux-là dans le cadre de formation des formateurs par rapport au système CMS que la CAF a engagé. Vous savez qu'à partir de 2019, les systèmes de formation seront complètement en ligne. Et donc, pour ce faire, il faut que les directeurs techniques nationaux, qui sont les premiers responsables de développement, aient quand même une petite connaissance sur ça pour restituer et partager avec les chefs de département pour former les entraîneurs africains en qualité et non en quantité. Donc, il faut mettre l'accent maintenant, si on veut que notre football se développe comme les autres continents, mettre l'accent sur la formation des formateurs.
Et puis, dans un autre communiqué, dans le cadre du renouvellement des membres du Haut Conseil national de coordination d'accès au Fonds mondial HCNC, le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi informe à travers le Conseil national consultatif des jeunes qu'il est ouvert au titre de la représentation des jeunes 2 postes à pourvoir par élection au Haut Conseil national de coordination. Conditions d'éligibilité, avoir au moins 3 ans d'expérience dans la vie associative, être âgé de 15 à 35 ans, être membre d'une association des jeunes légalement constituée, répertoriée au ministère de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, au Conseil national consultatif des jeunes et être dûment recommandé. Disposer d'une copie légale de l'autorisation de fonctionner de l'association en mandataire. Lieu de dépôt, bureau local des jeunes 6 au stade Iris Mamato Ouya. Date limite du dépôt des dossiers, vendredi 8 février 2019 avant 8 heures. Date et lieu du déroulement des élections, vendredi 8 février 2019 de 9h à 13h au CEFOD. Toute candidature non déclarée dans le délai requis et toutes celles qui n'auraient pas réuni les critères ci-dessus énumérés ne sera pas retenu. À la signature, Jean-Pierre Dimasngar, directeur de cabinet du ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Et puis ce message de condoléances, le directeur pays de la Fondation Marif de Turquie au Tchad présente ses condoléances les plus attristées au président de la République du Tchad, au peuple tchadien, suite au décès des 10 soldats tombés sur le champ d'honneur au Mali et de celui de l'ambassadeur Mohamed Saleh Adoumoundiro survenu à Paris. Que Dieu le comble de sa riche bénédiction. Le directeur pays, Oussane Gourgoulou. Le sultan de Dartama, Sa Majesté Ibrahim Mohamed Abdoulaye et sa population présentent également leurs condoléances les plus attristées aux parents et familles du regretté Mohamed Saleh Adoumoundiro, que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci de votre très aimable attention. Bonsoir, à demain.